10 minutes chronique. Nous voici au 5e épisode de cette petite série « Quand le passé raconte le futur », quand ces romans écrits dans la première moitié du XXe siècle préfiguraient le futur, c'est-à-dire notre présent. Drôle de conjugaison entre l'imaginaire et une réalité forcément tremblée, forcément décalée. Mais alors, dans quel monde vivons-nous ? Dans celui né de l'esprit de quelques femmes et hommes disparus, ou bien celui qui est pris dans le flot incontrôlable de ce que certains n'osent plus appeler le progrès. Après la conquête de l'espace, l'invention du robot, la place invasive de l'intelligence artificielle, après l'utopie transhumaniste, voici fatalement le sujet ultime, la fin du monde. Là, je sens bien que cette chronique prend un tour alarmant. Dérèglement climatique, écosystèmes naturels en péril, ça ne fait rêver personne. À moins que, oui, il y a des collapsologues heureux qui chantent la joie d'envisager la fin des industries toxiques, le retour à la terre et une vie d'authenticité et de simplicité. C'est le credo exprimé par exemple dans le livre de Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, « Une autre fin du monde est possible, vivre l'effondrement et pas seulement y survivre ». Mais est-ce aussi simple ? La science-fiction des années 30, 40 et 50 ne raconte pas véritablement la fin du monde, mais y cherche son inspiration pour raconter l'après. Elle y décrit parfois les événements qui y ont conduit, mais c'est pour faire table rase et laisser l'imaginaire s'envoler et permettre de figurer un monde post-apocalypse. C'est à partir des années 60 que l'on passe un cap, en particulier avec James Graham Ballard, dans des romans où l'on ne sait pas si la fin est arrivée ou bien est en cours, tant on y voit la nature se rétracter et la population réduite à quelques personnes isolées, volontairement ou non, en petits groupes résignés et au bord de la folie. En 1962 paraissait Le Monde englouti. En voici un extrait que vous avez déjà pu entendre dans 10 minutes chronique le 12 novembre 2017. Au bout de la rivière, ils pénétrèrent dans la lagune suivante, un large disque d'eau vert sombre de presque 800 mètres de diamètre. 2 rangées de flotteurs en plastique rouge délimitaient un chenal jusqu'à une ouverture de l'autre côté. Le tirant d'eau de la vedette n'était guère supérieur à 30 centimètres. Comme elle fendait les eaux lisses, que derrière elle le soleil frappait à l'oblique, révélant les profondeurs, ses passagers aperçurent la découpe très nette d'immeubles de 5 ou 6 étages, dressés tels des fantômes géants. Un toit couvert de mousse émergeant çà et là, qu'enroulait au-dessus de lui la vague qu'elle soulevait. À 20 mètres de la surface, une promenade grise rectiligne s'étendait entre les bâtiments, vestige de quelque artère, bordée de trottoirs où s'alignaient des carcasses de véhicules rouillés. La plupart des lagunes du centre-ville étaient entourées d'un cercle d'immeubles intacts, si bien que fort peu de vases y pénétraient. Libres de toute végétation, sauf pour quelques bancs de sargasses à la dérive, rues et boutiques demeuraient quasi intactes, tel un reflet au sein d'un lac qui eût étrangement perdu son original. L'essentiel de la ville s'était évanoui depuis beau temps. Seules les constructions en béton armé des zones commerciales et financières centrales avaient survécu à l'inondation conquérante. Les maisons en briques et les usines de plain-pied des banlieues avaient été totalement recouvertes par la vase déferlante. Là où elle perçait la surface, des forêts géantes se dressaient vers le ciel vert, terne, embrasé, recouvrant les anciens champs de blé d'Europe et d'Amérique du Nord. Dans Sécheresse, paru en 1965, on retrouve ce même renoncement, ce même abandon devant quelque chose contre laquelle les hommes ne peuvent rien. Là encore, les personnages du roman ont renoncé à se battre. D'ailleurs, contre quoi ? Et comment ? Fuir ? Mais où ? En voici quelques extraits. Se protégeant les yeux du soleil, le médecin inspecta les berges silencieuses du fleuve qui sinuait vers Mount Royal, 8 kilomètres à l'ouest. Il venait de passer une semaine sur le lac,
désormais transformé en un réseau de rivières presque asséchées et de bancs de vase entre lesquels il avait piloté sa péniche, tandis que se poursuivait l'évacuation de la ville. Après la fermeture de l'hôpital de Mount Royal, il avait eu l'intention de partir pour la côte, mais décidé au dernier moment de passer ses ultimes jours sur le lac avant sa disparition effective. De temps à autre, entre les masses de vases luisantes qui en émergeaient, il avait distingué l'étendue lointaine du pont routier, au-dessus du fleuve, les vitres des milliers de voitures et de camions qui partaient vers le sud, étincelants, tels des lances serties de pierres précieuses. Durant l'essentiel de cette période, il était demeuré seul. Le temps, suspendu tel la péniche au-dessus du miroir aquatique en pleine évaporation, avait paru ralenti. Ransom avait attendu la fin de toute activité sur le pont pour rentrer. À ce moment-là, le lac, naguère grande pièce d'eau longue de 45 kilomètres de long, n'était plus qu'une succession de petites mares et de chenaux, séparés par des bancs de vase encore humides. Quelques bateaux de pêche continuaient d'y naviguer, leurs marins postés à la proue, épaule contre épaule. Les hommes à la triste mise de la colonie, leurs fins visages dissimulés sous leurs casquettes noires, avaient regardé passer la péniche du médecin avec l'expression amorphe de baleiniers trop épuisés par quelque tragédie privée pour harponner cette prise isolée. Par contraste, la lente transformation du lac grisait Ransom, tandis que se contractaient les larges étendues d'eau, devenant d'abord lagunes peu profondes, puis labyrinthe de rivières, les dunes semblaient émerger d'une autre dimension. Le dernier matin, il s'était réveillé pour trouver la péniche échouée au fond d'une petite anse. Les pentes boueuses jonchées d'oiseaux et de poissons morts s'étendaient autour de lui, tel un rivage de rêve. Lorsqu'il avait rejoint le fleuve guidant la péniche entre les yachts immobilisés et les bateaux de pêche, il avait trouvé le village d'Hamilton désert. Le long des quais sur lesquels des poissons blancs pendaient dans l'ombre des séchoirs, à une rangée d'hameçons, les hangars à bateaux étaient vides. Des feux de détritus achevaient de brûler dans les jardins. Au bord de l'eau, la fumée dérivant devant les fenêtres ouvertes que faisait claquer un vent chaud. Rien ne bougeait dans les rues. Ce que nous venons d'entendre n'est qu'imaginaire, création, fiction poétique. Revenons sur Terre, car il ne s'agit pas de juste se faire peur. La panique n'est pas la meilleure conseillère, qui entraîne repli sur soi et méfiance envers l'autre. Mais il est vrai qu'on pourrait le penser quand on lit les titres des ouvrages qui envahissent les librairies. Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, pourquoi tout va s'effondrer, les 5 stades de l'effondrement, survivre à l'anthropocène, par-delà guerre civile et effondrement, l'humanité en péril, virons de bord, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, réflexion sur l'effondrement. Et combien d'articles, combien d'émissions de radio et de télévision? Au milieu de tout ça, quel choix avons-nous? Entendre qu'il est trop tard, qu'il faut se préparer pour le pire, est-ce mobilisateur? Se sauver dans la forêt ne sauvera pas la planète. Il reste que nous devons changer, que tout doit changer, puisque le monde change. Aujourd'hui, c'était « La fin du monde n'aura pas lieu ». À bientôt.